Alors bonsoir à tous, je m'appelle Gilles, je suis animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka, sur laquelle je fais de la vulgarisation en économie et en finance. Et donc, ce soir je vais vous parler de macroéconomie et de crise économique. Donc l'idée c'est de prendre un petit peu de recul sur le fonctionnement de l'économie, parce que d'habitude on a plutôt tendance à avoir le nez dedans, à essayer de regarder comment fonctionne une entreprise, comment on peut faire fonctionner un ménage correctement, etc. Mais en réalité, la micro et la macro, c'est très différent. Et quand on dézoome, eh ben, on arrive à des conclusions qui sont parfois très différentes. Donc, sans plus attendre... Ah oui, alors je vais vous parler de crise. Je vais vous parler de crise financière, évidemment, mais aussi de crise environnementale. On va essayer de comprendre, via un schéma, comment on peut réussir à visualiser ces crises, d'où elles peuvent venir, et donc les comprendre. Alors... La première chose quand on fait de la macroéconomie, c'est de comprendre ce que sont les agents économiques. En fait, comme on dézoome, on parle des particuliers, des entreprises et de l'État. D'accord ? Et tout ça forme un ensemble qu'on nomme les agents économiques. D'accord ? Ces agents économiques, ils se comportent de cette manière-là. Ils font des dépenses et ça engendre des revenus. Alors ça, c'est un truc qui est évident, mais auquel on a du mal parfois à intégrer, c'est que les dépenses font les revenus, et les revenus font les dépenses. D'un point de vue macroéconomique, peu importe si on regarde la somme des dépenses ou la somme des revenus, on va tomber sur exactement la même chose. Donc, au niveau microéconomique, on peut se dire, tiens, c'est marrant, moi je vais arrêter de dépenser pour essayer de gagner plus. Et ça, c'est un comportement, on fait ça tout le temps, les entreprises font ça également. Mais au niveau macroéconomique, vous ne pouvez pas faire ça. Si on lève le pied sur les dépenses, on lève forcément aussi le pied sur les revenus. Donc, il faut des deux. Toujours. Et en fait, une crise économique, une crise financière plus particulièrement, c'est ça. C'est les agents économiques qui lèvent le pied sur les dépenses. Donc, du coup, ça fait moins de revenus et on est parti dans un cycle de crise. Bien, alors, plus précisément, c'est un peu plus comme ça que ça se passe. Donc, les dépenses font les revenus, puis les revenus peuvent faire les dépenses ou alors peuvent faire l'épargne. Et derrière, l'épargne, c'est donc des sous que vous mettez de côté pour financer des dépenses futures. Ici, dans ce que je montre là, la personne qui fait les dépenses est propriétaire de son épargne. Donc c'est, je mets 100 € de côté, mois après mois, et comme ça, au bout d'un moment, j'ai une réserve disponible pour augmenter mes dépenses. Mais vous pouvez aussi faire comme ça. Là, celui qui utilise, avec ma nouvelle flèche, là, celui qui utilise les dépenses n'est plus propriétaire de l'épargne. Vous passez par un fonds d'investissement, donc vous avez des gens qui gagnent plus que ce qu'ils dépensent, ils font de l'épargne, ils fournissent cette épargne, enfin ils confient cette épargne à un fonds d'investissement, un intermédiaire financier, qui derrière va pouvoir prêter cette épargne à d'autres agents économiques qui eux n'y ont pas accès, pour faire des dépenses. Donc vous voyez qu'on complexifie un petit peu la boucle, mais on est toujours dans l'idée que les dépenses font les revenus font les dépenses. D'accord ? Une autre façon de visualiser les choses, c'est comme ça. Les déficits font les bénéfices et les bénéfices font les déficits. Vous ne pouvez pas avoir tous les agents économiques qui sont bénéficiaires en même temps. Les déficits des uns sont les bénéfices des autres, toujours. D'accord ? Donc, si vous avez des entreprises qui sont bénéficiaires ou des particuliers qui arrivent à gagner plus que ce qu'ils dépensent, c'est nécessairement parce qu'en face, vous avez des particuliers, des entreprises, des États qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. D'accord ? Sans déficit, vous n'avez plus de bénéfices. Alors évidemment, la grande question c'est, ok, mais l'économie est interconnectée, donc s'il y a un déficit en France, est-ce que ça finance un bénéfice en France ou pas ? Inversement, donc là, ça devient évidemment plus compliqué. Mais vous pouvez être sûr que tous les bénéfices viennent toujours d'un déficit. Alors évidemment, là aussi, on peut encore complexifier le truc de la même manière. D'accord ? Les déficits permettent les bénéfices peuvent aller dans l'épargne, ensuite on peut réutiliser cette épargne, ou on peut confier cette épargne à un fonds d'investissement qui va la prêter, etc. C'est exactement le même schéma qu'au-dessus. Bon, mais plus simplement, on va revenir juste sur ces deux boucles. Et la question qu'on se pose, c'est si j'insère 100 € de dépenses, je vais faire 100 € de revenus. Puis derrière, avec 100 € de revenus, je vais pouvoir faire 100 € de dépenses. Puis donc 100 € de revenus, etc., etc. Mais comment je fais pour accélérer mes dépenses ? Comment je fais pour avoir 110 € de dépenses, pour avoir 110 € de revenus, puis 120, puis 130 ? Comment on fait de la croissance en fait ? Comment on accélère le mécanisme ? C'est ça la croissance économique. Eh bien, il va forcément falloir injecter de l'argent quelque part. Et la grande question, c'est où est-ce qu'on l'ingère ? Où est-ce qu'on l'intègre ? Est-ce qu'on l'intègre plutôt au niveau des revenus ou des dépenses ? Alors, il y a un théorème
Alors on parle parfois du théorème de Schmitt, c'est Helmut Schmitt qui est un chancelier allemand de l'Allemagne de l'Ouest, qui a dit « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Ça c'est un raisonnement très microéconomique. Parce que du point de vue d'une entreprise ou d'un particulier, on se dit « Je vais d'abord mettre de côté et après comme ça je vais pouvoir dépenser ». Donc il faut d'abord que je fasse des bénéfices, comme ça je fais de l'épargne et après je pourrai financer des déficits qui me permettront d'investir. Sauf que, eh ben, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que si vous voulez rajouter de la monnaie dans l'économie, ce que je disais au début, vous avez 100 €, mais il va falloir en avoir 110 puis 120, il faut fabriquer de la monnaie, il faut intégrer la planche à billets. Et la planche à billets, eh ben, elle finance les dépenses et les déficits. Elle ne finance pas les revenus, ça n'a pas de sens de financer un revenu d'ailleurs. On finance une dépense qui permet un revenu. D'accord? Cette planche à billets, elle est contrôlée par les banques commerciales, les banques de dépôt. Alors on a souvent tendance à croire qu'elle est contrôlée par la Banque centrale, c'est vrai, la Banque centrale a une planche à billets, mais en réalité, la principale planche à billets de l'économie, ce sont les banques de dépôt, qui font des crédits, qui fabriquent de la monnaie, qui derrière permettent des dépôts. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, en introduction à cette masterclass, donc je vous invite à aller sur la chaîne, qui s'appelle Eureka, pour regarder cette vidéo, mais je vais essayer quand même de vous parler de cette histoire de création monétaire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très intuitif. On a tendance à croire que c'est pas possible. Ah, et un point que j'oublie, c'est que si on injecte de la monnaie par le crédit bancaire, on la détruit par le remboursement du crédit bancaire. Donc, si vous voulez avoir toujours plus de monnaie qui permet l'accélération de votre moteur économique, il faut toujours que la quantité de crédit surpasse la quantité de remboursement. Et on parle bien de crédit bancaire. C'est tout à fait possible de prêter de l'épargne. Il peut y avoir de la dette qui n'est pas une dette créatrice de monnaie. C'est que la dette bancaire qui est créatrice de monnaie. Alors, comment ça marche cette histoire de création monétaire? Ici, je vous ai fait un petit exemple. Vous avez deux entreprises, A et B, avec une banque. Ils sont tous les deux à la même banque. L'entreprise B possède un vaisseau spatial, Enterprise, que l'entreprise A aimerait bien acquérir pour investir, peu importe. Elle a besoin. OK. Le vaisseau coûte 1 million d'euros, mais personne n'a d'argent sur son compte. Vous voyez que les comptes sont à zéro. Comment ça va marcher? L'entreprise A va faire une promesse de remboursement de 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'elle va dire « OK, je promets de rembourser à la banque 1 million d'euros à tel taux d'intérêt d'ici 5 ans. » Et derrière, la banque, elle va dire « OK, je promets de te donner 1 million d'euros quand tu vas m'en faire la demande. » C'est ça que ça veut dire d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque. Ça ne veut pas dire qu'on les a, ça veut dire que la banque promet de nous les donner quand on les demandera. D'accord? Pour l'instant, la banque a juste fait une promesse. Elle n'a pas eu besoin d'aller trouver les 1 million d'euros. Elle les a promis simplement. Comment on fait pour les demander ces 1 million d'euros? Comment l'entreprise A fait pour réclamer ce million d'euros? Eh bien, elle doit aller au distributeur de billets. Bon, évidemment, la grande majorité d'entre nous, on ne fait pas ça, on ne va pas au distributeur de billets. Si l'entreprise y allait au distributeur de billets, là la banque se dirait « Ok, bon, il faut que je les trouve, les 1 million d'euros maintenant. Alors je vais aller voir la banque centrale qui doit me les imprimer, etc. » Ça devient compliqué. Mais tant qu'on ne passe pas à la banque centrale, tant qu'on ne va pas au distributeur de billets, il n'y a a priori pas besoin d'inclure la banque centrale dans ce qui se passe. Donc là maintenant, que va faire l'entreprise A? Elle va simplement transférer sa promesse sur le compte de l'entreprise B. Et donc la promesse qui était faite à l'entreprise A est maintenant faite à l'entreprise B, et maintenant la banque espère que l'entreprise B n'ira pas au distributeur de billets retirer le million d'euros. Et en vérité, ce n'est pas ce qui va se passer. L'entreprise B, elle va continuer de transférer cette promesse, et la promesse va bouger comme ça. Sauf que ici, vous voyez que le vaisseau spatial, il a changé de propriétaire. Donc le transfert de cette promesse a permis de financer l'économie. Il y a bien une transaction qui a été faite. Et donc, parce qu'elle a créé une promesse, la banque a en fait créé de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. C'est la monnaie qui est inscrite sur vos comptes en banque. C'est celle qu'on utilise tous les agents économiques. D'accord? Donc, en réalité, les banques créent de la monnaie. Alors, je me demande si je vais un peu plus dans le détail. C'est-à-dire, on pourrait se poser la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a deux banques? D'accord? Si mon entreprise A, elle est dans une banque, et mon entreprise B dans une autre banque. Et là, on commence à avoir un truc un peu plus compliqué. Effectivement, on est obligé d'intégrer la banque centrale dans la problématique. Mais je vais passer un peu rapidement là-dessus parce que il y a la vidéo. Donc, allez voir la vidéo. C'est bien expliqué avec des animations. Vous allez pouvoir comprendre. Je vais simplement aller à la conclusion de ce qui se passe. Alors, la conclusion, c'est que les banques peuvent faire autant de promesses qu'elles le souhaitent. Et tant que les promesses circulent à l'intérieur de la banque, ça ne pose pas de problème. Ça commence à poser des problèmes quand les promesses veulent être transférées d'une banque à l'autre.
Là, il commence à y avoir un truc un peu plus compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous avez des promesses entrantes et des promesses sortantes. D'accord ? Donc, les banques font des promesses, qui sont des crédits, mais aussi, il y a des tas de promesses qui sont déjà faites, qui ont circulé, qui sont rentrées dans la banque, qui viennent d'ailleurs, en fait. Et toutes ces promesses peuvent rentrer ou sortir, au fur et à mesure des paiements, des virements qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et donc, une banque classique va avoir des promesses entrantes, des promesses sortantes. Eh bien, c'est uniquement le différentiel qui doit être emprunté à la banque centrale. D'accord ? Donc là, ici, ma banque, dans mon exemple, elle a trop de promesses sortantes par rapport aux promesses entrantes. Donc elle doit s'endetter auprès de la banque centrale, c'est mon petit rectangle orange. Et derrière, elle obtient un compte en banque crédité en monnaie centrale et elle peut envoyer cette monnaie centrale vers la banque qui, elle, est bénéficiaire. Et si c'est donc l'inverse, c'est-à-dire que là, il y a plus de promesses entrantes que de sortantes, eh bien la banque reçoit une promesse de la banque centrale. Mais c'est uniquement le différentiel. C'est pour ça qu'une grande partie de la monnaie est en fait créée par les banques de dépôt et que la Banque centrale intervient relativement peu dans ce processus de création monétaire. Bien. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, la question c'est comment ça impacte l'économie d'une manière générale. Alors j'oublie un dernier point, c'est qu'il y a aussi une destruction monétaire, d'accord ? Quand vous remboursez un crédit, vous détruisez de la monnaie. Alors pourquoi ça ? On peut l'expliquer très rapidement. Vous voyez ici mon entreprise A, elle a fait une promesse de remboursement de 1 million d'euros. Elle est en train d'essayer de rembourser. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher à accumuler des promesses sur son compte en banque pour arriver jusqu'au 1 million d'euros qu'elle doit rembourser. Donc pour l'instant, elle n'a que 100 000. Puis au fur et à mesure de son activité, elle passe à 200 000, 300 000, puis 1 million. Et une fois qu'elle a atteint le million, elle dit, bah regarde, moi, entreprise A, je te dois, banque, 1 million d'euros, mais toi, banque, tu me dois aussi 1 million d'euros. C'est ça qui est sur son compte en banque, c'est une promesse. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On détruit les promesses. Et le compte tombe à zéro, la promesse de remboursement disparaît, et donc la monnaie a disparu, en même temps que le crédit, enfin le contrat de prêt. D'accord ? Donc voilà comment la monnaie est créée et détruite. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre économie ? Voilà comment le schéma démarre. Donc en haut à droite, vous avez les banques qui font des promesses. Ça injecte de la monnaie dans le système. D'accord ? Ensuite, cette monnaie sert à financer des dépenses, qui font des revenus, qui font en partie des dépenses, qui vont permettre en partie de rembourser, qui vont ensuite aller dans l'épargne, épargne qui peut être derrière utilisée par vous, par ceux qui sont propriétaires de cette épargne, les agents économiques, ou qui peut être confiée à un intermédiaire, un fonds d'investissement, qui derrière va reprêter tout ça à d'autres agents économiques qui veulent dépenser. D'accord ? Et donc vous avez une boucle. Okay ? Au niveau des dépenses et des revenus, c'est ça le moteur de l'économie. D'accord ? Donc vous avez un moteur de l'économie ici, qui est le marché du neuf, qui va permettre de fabriquer des richesses et de les empiler. D'accord ? Donc le moteur de l'économie, donc les entreprises vont fabriquer des richesses qu'elles vont vendre. Donc c'est tout mon circuit de revenus, dépenses, d'accord ? Ces richesses-là, qu'est-ce que c'est ? C'est des nouvelles voitures, des nouveaux téléphones, des nouvelles maisons, des nouveaux habits, plein de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, on va les entasser dans un stock de richesses, d'accord, qui va augmenter d'année en année. Quand on mesure le PIB, on mesure le flux de richesses apporté à la pile existante. On ne mesure pas la pile, la taille de la pile, on mesure ce qui arrive sur la pile. Et donc quand on parle de croissance économique, ce qu'on veut, c'est que la quantité de richesses ajoutée à la pile augmente d'année en année. On ajoute 100, puis on ajoute 110, puis on ajoute 120, etc. etc. Okay ? C'est ça la croissance économique. Okay ? On ne mesure pas la taille de la pile en général, c'est trop compliqué. Ensuite, cette pile de richesses, les économistes vont appeler ça du capital. Et en fait, ce capital, on va l'utiliser pour fabriquer encore plus de richesses. Et quand vous y réfléchissez, c'est assez logique. On construit un ordinateur et après on s'en sert pour faire des trucs vachement bien. On s'en sert pour faire des algorithmes, et puis après avec les algorithmes, on fait d'autres algorithmes pour faire des ordinateurs encore plus puissants, et puis on va se servir des ordinateurs pour etc. etc. Pareil pour les infrastructures, les routes, les ponts, les voitures, les camions, tout. D'accord ? Toutes les richesses, on les réutilise pour réussir à faire plus de richesses. Une deuxième chose dont on a besoin dans notre moteur économique pour que ça marche, c'est qu'on a besoin de l'environnement d'une manière générale. Alors ça, l'environnement, c'est un truc qu'on a tendance à ignorer parce qu'en fait, il n'a pas de valeur, il n'a pas de prix. Mais votre environnement, il vous fournit des ressources, des matières premières pour construire vos ordinateurs, etc. Vous allez avoir besoin de métaux précieux, plus ou moins précieux. Vous avez besoin, je sais pas moi, de bois, de sable, etc. Vous avez besoin de tas de ressources que l'environnement vous fournit. Vous avez besoin d'énergie. Alors ça, c'est très important.
votre ordinateur, il ne tourne pas sans électricité. Votre voiture, elle ne marche pas sans carburant. Ce carburant, cette électricité, c'est essentiellement des combustibles fossiles. L'électricité, on l'a fait en brûlant du charbon, essentiellement, ou du gaz. Et on fait rouler les camions avec du pétrole. Okay. Donc, si vous avez un problème d'approvisionnement de pétrole, de gaz, de charbon, ça représente environ 85% de l'énergie qu'on utilise, vous avez un sérieux problème pour faire tourner le moteur, parce que toutes vos machines ne marchent plus. D'accord ? Et puis, l'autre source d'énergie à laquelle on ne pense pas, c'est l'énergie qu'on donne aux travailleurs, en fait. Parce que qui conduit le camion, qui pilote les engins, les machines, sont des hommes et des femmes qui ont besoin aussi d'énergie. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais c'est simplement qu'ils ont besoin de manger, en fait. Si vous mangez pas, si vous ne buvez pas, bah, vous ne pouvez pas faire tourner la machine. Donc souvent, il y a des économistes, parfois, il y a des économistes qui disent, bah, regardez, l'agriculture, c'est 3% du PIB. Oui, c'est 3% du PIB, mais sans ces 3%-là, vous n'avez rien du tout. Vous perdez la moitié de ces 3%, vous perdez la moitié du PIB, en fait. Parce que vous avez la moitié de la population qui ne mange pas. Donc qui ne peut pas travailler, qui ne peut rien faire. Donc c'est très important l'énergie. Et puis des services également. L'environnement rend des services gratuits. Par exemple, l'air de la salle, là, il n'y a pas eu besoin de le filtrer ou de le purifier pour qu'on le respire. C'est gratuit, naturellement, pas de souci. Si on était sur Mars, bah, il faudrait avoir tout un système pour créer une atmosphère qui soit respirable, ce serait un vrai bordel. Là, tout c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Les abeilles pollinisent, c'est gratuit. Il y a des poissons dans l'océan, c'est gratuit. Il y a du pétrole sous terre, c'est gratuit. Alors, la formation du pétrole, c'est faite gratuitement. Ça coûte des sous d'aller le chercher, mais au moins il est là. Hein, si on était sur Mars, il n'y aurait pas de pétrole. Enfin, j'en sais rien, je pense pas. Ok, donc, l'environnement est très important. Donc, le premier générateur de crise, il vient de là, en fait. Vous pouvez avoir une dégradation de votre environnement, ou le fait qu'il y ait une finitude des ressources qui va venir endommager votre moteur, ou qui va faire que vous allez avoir du mal à le faire accélérer. Donc, vous aurez du mal à faire de la croissance. Ou alors, vous pouvez avoir un problème de dégradation de votre capital, c'est-à-dire toutes vos infrastructures que vous avez construites et qui vous servent à fabriquer toujours plus de richesses d'année en année, qui peut être dégradée également. Donc là, pensez à des incendies, pensez aux inondations, les tempêtes, etc., qui vont détruire ce qu'on a fabriqué et qui sert à continuer de faire accélérer le moteur. D'accord ? Bien, maintenant, ça, c'est les problématiques physiques. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une crise financière ? Là, ce serait une crise économique qui ne serait pas financière, a priori. Qu'est-ce que c'est qu'une crise financière ? Alors, la première chose à remarquer, c'est que pour que tout ça tourne, vous voyez bien que mon moteur, hein, c'est des dépenses et des revenus. Si on lève le pied sur la pédale des dépenses, on lève le pied sur la pédale des revenus, on a une crise. Là, vous avez deux de mes flèches qui sont de la dette. D'accord ? Vous avez deux de mes flèches qui sont de la dette. Ça peut potentiellement être un problème. Parce que si jamais les fonds d'investissement ou les banques décident qu'elles veulent arrêter de faire des crédits, pour une raison ou pour une autre, parce qu'au niveau microéconomique, elles se disent c'est bizarre, ceux qui empruntent, c'est ceux qui n'ont vraiment pas de sous et on a peur qu'ils ne remboursent pas. Donc, on va arrêter de leur prêter. Et bien du coup, vous pourriez provoquer une crise parce que vous avez toute une partie de la population qui ne peut plus dépenser et donc on lève le pied sur les dépenses. Ça, c'est un problème d'inégalité. C'est-à-dire que si les richesses ne sont pas suffisamment bien réparties entre ceux qui ont plus de revenus que de dépenses et l'inverse, s'il y a trop d'écart, ceux qui ont beaucoup de revenus ont beaucoup de revenus par rapport à leurs dépenses et inversement, alors dans ce cas, d'un point de vue microéconomique, ce ne sera pas logique pour un fonds d'investissement ou pour une banque de prêter à ces agents économiques qui ont énormément de dépenses et pas beaucoup de revenus. Et donc du coup, elles arrêteront de le faire. Mais s'il n'y a plus les dépenses de ces agents-là, eh ben, on lève le pied sur les dépenses et on a une crise. Donc le problème des inégalités est vraiment important. D'accord ? Il peut provoquer une crise. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est le marché de l'occasion. Alors, on a fabriqué plein de richesses et on est assis dessus. Et on les utilise en partie pour faire tourner notre moteur. Mais toutes ces richesses, voitures, ordinateurs, immobilier, on a l'habitude de les vendre aussi, on ne les garde pas toute la vie. D'accord ? C'est normal de vendre sa voiture d'occasion, pareil pour son appartement. Donc du coup, on a besoin de monnaie aussi dans ce marché de l'occasion-là. Il faut réussir à le connecter à toute cette boucle de monnaie qui circule. Et là, on va potentiellement avoir un problème. Pourquoi ? Parce que sur le marché de l'occasion, normalement, tout perd de la valeur. Si j'achète une chemise et que je veux la revendre d'occasion, je vais la revendre moins cher. Pareil pour une voiture, pareil pour mon ordinateur, pareil pour tout, sauf... Alors les œuvres d'art, je mets un peu de côté, l'immobilier et les produits financiers.
Alors, c'est un produit financier neuf, c'est quoi? C'est l'entreprise émet une action, donc vous achetez cette action, vous financez l'entreprise en direct, et derrière, l'action, eh ben, elle va continuer sa vie, elle va s'échanger entre les acteurs financiers. À partir de là, elle est sur le marché de l'occasion. Pareil pour de la dette, quand vous achetez une obligation d'État au moment de l'émission, vous financez l'État. Mais après, l'obligation peut se revendre, s'acheter et se revendre. Donc là, elle a une vie aussi sur le marché de l'occasion. Et principalement les actions, alors un petit peu les obligations, mais surtout les actions, peuvent prendre énormément de valeur par rapport au prix initial, c'est-à-dire par rapport à ce qui a réellement financé l'entreprise. Okay? Et c'est normal, parce que l'entreprise, elle a sa vie, elle augmente son chiffre d'affaires, elle augmente ses bénéfices, etc. Pour l'immobilier, c'est un peu plus tricky quand même, de justifier la prise de valeur de l'immobilier, mais bon, ok, mais l'immobilier prend aussi de la valeur. Et donc le problème, c'est que ces marchés des actions et ce marché de l'immobilier va consommer de la monnaie. D'accord? Et le truc, c'est qu'on ne voudrait pas qu'ils se mettent à consommer trop de monnaie par rapport au moteur de l'économie, par rapport au marché du neuf. Sinon, on se retrouve à avoir un problème de spéculation. Alors, toute la question, c'est comment on va connecter, comment on va câbler le marché de l'occasion par rapport au marché du neuf. Ici, la manière dont je l'ai câblé, ce serait une méthode peut-être pas trop mal, où la planche à promesse, là, la planche à billets, elle finance uniquement le marché du neuf. Et ensuite, quand ça sort du marché du neuf, ça peut faire tout un tour et arriver dans le marché de l'occasion. Mais la création monétaire ne finance pas en direct l'augmentation des prix de l'immobilier ou des prix des actions. D'accord? Il faut absolument faire tourner le moteur, faire du PIB, créer des richesses, pour qu'ensuite les entreprises prennent de la valeur ou que l'immobilier prenne de la valeur. Sauf que ce n'est pas comme ça que c'est connecté comme ça. Et là, vous avez un problème qui peut être que les acteurs économiques, pour des décisions micro, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont gagner plus de sous sur ce marché de l'occasion que sur le marché du neuf, vont décider de concentrer leurs efforts sur ce marché-là. Et vous allez avoir un truc qui ressemble à ça. Alors, c'est de la spéculation, et donc ça va ressembler à ça. Il y a une bulle, et je vais y arriver. Voilà. Donc, vous voyez mes flèches, là. Tout passe par le marché de l'occasion, mais finalement, le marché du neuf, il est un petit peu délaissé. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le PIB continue d'augmenter, il y a de la croissance, mais il n'augmente pas très vite. 1%, 2% par an. Alors que par contre, le marché des actions et le marché de l'immobilier, lui, prend 10% par an. Alors évidemment, tout le monde veut aller là-dedans. Mais du coup, ça, c'est la création d'une bulle. C'est-à-dire que la valeur des actifs sur le marché de l'occasion n'a plus rien à voir avec la richesse qu'on arrive à fabriquer avec le PIB. Et là, théoriquement, alors là, a priori, ça peut tourner indéfiniment. D'accord? Parce qu'on a une planche à billets ici, donc on peut en faire tant qu'on veut de la monnaie pour financer l'immobilier, pour financer les actions. Le problème, c'est encore une fois les décisions microéconomiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les intermédiaires qui sont là, alors soit les gens qui ont de l'épargne et qui décident d'investir sur le marché de l'occasion, soit les intermédiaires financiers, les fonds qui eux aussi investissent sur le marché de l'occasion, soit les banques qui financent des gens qui investissent sur le marché de l'occasion, commencent à se dire c'est pas possible. C'est trop décorrélé, il y a un problème. Le PIB est beaucoup trop bas par rapport au prix des actifs immobiliers financiers. Donc, je vais arrêter de financer. Parce que je sens que peut-être je ne vais pas être remboursé, là il y a un truc. Et ça, c'est très difficile à prévoir. On ne sait jamais quand va venir cette bascule. Mais il y a quand même beaucoup de chances pour qu'elle finisse par arriver. Même si techniquement, elle pourrait continuer indéfiniment. Et donc, ça va se transformer en ça. C'est-à-dire que là, du coup, tout le monde se met à se dire « Ouh là là, je ne sais pas ce qui se passe. La bulle, elle a arrêté de grossir. Maintenant, les prix sont en train de baisser partout. Je perds de l'argent, je veux vendre, mais je n'arrive pas à vendre parce qu'il y a très peu d'achats en face. Hein. Vous ne pouvez pas vendre plus que la quantité de gens qui se portent acheteurs en face. Si vous n'avez pas d'acheteurs, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de vendeurs. Donc vous avez des gens qui veulent vendre, enfin des agents économiques qui veulent vendre mais qui n'y arrivent pas. Du coup, ils paniquent, ils voient que les prix baissent, ils se disent qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'arrive plus, j'ai l'impression que je perds de l'argent sur le marché de l'occasion, je vais lever le pied sur toutes mes dépenses. Et je ne vais surtout pas prêter mon épargne à qui que ce soit, ou la confier à qui que ce soit, ou l'utiliser, parce que je sens bien que là, je suis en train de perdre de l'argent et que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc je lève le pied sur les dépenses. Mais je lève le pied sur les dépenses dans le marché du neuf aussi. Et donc, il se passe ça. Et là, voilà comment une bulle spéculative, quand elle se retourne, provoque une crise économique au niveau du moteur de l'économie. Et là, nouvelle chose qui va se produire aussi, c'est que vous allez voir un truc comme ça arriver. C'est-à-dire que les gens vont essayer d'utiliser, enfin les agents économiques vont utiliser au maximum leur épargne pour essayer de rembourser leurs dettes. Parce qu'ils vont se dire, on a un problème de la dette, il y a trop de dettes. En fait, la dette, c'est de la monnaie.
D'accord ? Elle a été mal employée, mal utilisée. Elle a tourné dans le marché de l'occasion au lieu de tourner dans le marché du neuf. Et maintenant, on se dit, OK, il y a trop de dettes, il faut rembourser la dette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rembourse la dette bancaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les remboursements bancaires, c'est de la destruction monétaire. Donc, il y a de moins en moins de monnaie dans l'économie. Et si vous avez de moins en moins de monnaie, votre moteur économique, il va tourner de moins en moins bien. C'est pour ça que vous avez une banque centrale en général qui se dit, aïe, 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 il faut injecter un maximum de monnaie dans le truc, parce que là, on est en train d'en perdre. Alors après, la question, c'est où est-ce que vous injectez, pourquoi, etc. Bon. Mais vous voyez le mécanisme. Il faut que ça revienne à la normale. Donc, ça conclut. Alors, je ne sais pas comment je suis au niveau du timing, à peu près, ouais, ça va. Ça conclut ma présentation. Vous voyez que vous avez grosso modo deux types de crises qui peuvent impacter l'économie. La crise qui vient de l'extérieur, entre guillemets, du système, c'est-à-dire qui vient à la fois du capital qu'on a accumulé, qui est nécessaire pour continuer la croissance, et de l'environnement, des ressources, de l'énergie, des services fournis par l'environnement, qu'il ne faut surtout pas détruire. Sinon, on se retrouve avec un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut compenser pour ce que l'environnement nous fournissait. Ça coûte des ressources, ça coûte du capital qui ne peut plus être utilisé pour faire accélérer le moteur. Et puis surtout, on ne peut pas forcément faire aussi bien que ce que l'environnement proposait avant. Et puis, vous avez la crise interne, et cette crise interne, elle vient d'un seul problème, c'est le moment où les gens, enfin les agents économiques, décident de lever le pied sur les dépenses. Et encore une fois, c'est une décision qui est prise, qui semble rationnelle au niveau microéconomique. D'un point de vue personnel, on se dit, c'est probablement une très bonne décision de limiter mes dépenses, parce que là, ça va mal. Mais collectivement, ça ne marche pas. Au niveau macro, ça ne marche pas. Dès qu'on lève le pied collectivement sur les dépenses, on fait ralentir le moteur de l'économie. Voilà, ça conclut ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.